J'attendais les 2-3 secondes. Oh oui. Alors, je m'appelle Gilles Marchildon. Je travaille présentement à Action Positive VIH-Sida, qui est un organisme de santé communautaire dont la mission est de servir les personnes francophones de Toronto soit qui vivent avec le VIH, qui en sont affectées ou qui sont à risque de le contracter. Et en premier, peux-tu nous partager les expériences que tu as eues et dont tu pensais qu'elles ont eu un impact sur la façon dont tu pensais la libération queer, tant au niveau théorétique ou pratique? Eh bien, je dirais que l'expérience la plus marquante dans mon cheminement en tant qu'homme gay, en tant que queer, c'était vraiment les presque 4 ans que j'ai passés à la direction d'Égal Canada, qui est un organisme de revendication pour la communauté LGBT. Et j'étais là au moment où vraiment la campagne pour revendiquer le droit égal au mariage pour les conjoints, les couples de même sexe, était vraiment à son apogée. Et à ce moment-là, j'ai observé qu'il y avait certainement une tension dans la communauté LGBT entre ceux qui voulaient vraiment qu'on avance de façon très poussée sur le dossier du droit égal au mariage, autant sur le plan juridique que politique. Et il y avait aussi une autre partie de la communauté qui trouvait que ce n'était pas un enjeu important, que ce n'était pas une priorité, qu'il y avait beaucoup d'autres choses auxquelles on devrait s'attaquer, notamment la question de la pauvreté des personnes les plus marginalisées au sein de l'arc-en-ciel, si on peut ainsi dire, la jeunesse, les femmes, les lesbiennes en particulier, les personnes transgenres, transsexuelles, et aussi les minorités raciales au sein de l'arc-en-ciel qui souffraient d'un double statut de minorité. Et en tant que francophone, non pas du Québec, mais de l'extérieur du Québec, et donc minoritaire, je pouvais tout à fait sympathiser et comprendre ce qui était avancé. En même temps, je pense que dans tout mouvement, il y a ce qu'on appelle, je pense que Maud Barlow parle de moments politiques, des points qui font en sorte qu'il y a un arrimage entre ce qui se passe sur le plan juridique, ce qui se passe sur le plan politique. Il y a des moments où on arrive à un point où c'est vraiment le moment opportun de frapper, d'avancer dans certaines directions particulières. Alors, c'est ça, j'étais à Égal au moment où le droit égal au mariage s'est vraiment présenté comme quelque chose de possible. Et donc, on a voulu saisir ce moment-là pour avancer, croyant, et je suis de ce point de vue-là, qu'en avançant avec cette revendication très précise, que ça ouvrirait la porte à toutes sortes d'autres droits et reconnaissances. Ceci étant dit, en même temps, j'ai quand même, à l'époque où j'étais à la tête d'Égal, j'ai quand même poussé pour mettre en œuvre un plan d'intersectionnalité, d'essayer de faire en sorte que le travail qu'on ferait, qu'on puisse l'examiner sous différentes loupes. La loupe de la pauvreté, la loupe de la race, l'ethnie, l'origine ethnique, la langue. Alors, d'essayer de voir toutes ces intersections-là et voir comment une question, comme le droit égal au mariage, par exemple, pouvait être perçue et vécue différemment par différentes composantes de notre communauté arc-en-ciel. Do you want to investigate the banging? It's okay. This is confusing. Okay. We get noises, that's why I got the extra noise. We need it. The banging was distracting me. And at some point, I don't know if you'll listen, but make sure that
it's explained how the population schedule with the French and Oh, the yeah. English, so that we can sort of compare that with whoever watches the film can see. This is not really a question in here, but because it's different here, so. T'as compris? Est-ce Non, que pas les tout à gens fait. francophones sont différents des gens anglophones? Ou c'est... Ah, ok. Ah, c'est une question intéressante. Hmm. Moi, je pense, tout à l'heure, je parlais de l'intersectionnalité et le fait que, alors que j'étais à Égal, on a essayé quand même de créer une plus grande sensibilisation au sein de l'organisme par rapport à comment des dossiers pouvaient être vécus différemment, dépendant de sa perspective. Et oui, j'ai vu qu'il y avait certaines différences entre les francophones et les anglophones. Puis même au sein des francophones, il y avait des différences entre comment les Québécois pouvaient percevoir là où on était rendu dans notre cheminement. Parce qu'au Québec, quand même, il y a eu des progrès très importants. C'était la première province à reconnaître dans sa charte, pas dans sa charte, mais dans son code de droits humains, de reconnaître, de protéger spécifiquement sur la base de l'orientation sexuelle. C'est quand même une province qui, à bien des égards, était en avance de beaucoup d'autres provinces. Et peut-être pas à d'autres niveaux. Donc, il y avait quand même des différences. Puis c'est ça, au sein de la francophonie, moi, je suis francophone de l'extérieur du Québec, franco-ontarien particulièrement. J'avais vécu au Manitoba. Donc, j'arrivais à Égal après avoir habité 7 ans à Winnipeg. Alors, j'étais franco-manitobain, slash très franco-ontarien. Alors, moi aussi, j'avais un regard différent que peut-être ceux du Québec. Mais quand même, on se retrouvait. Je pense que je sais qu'il y a bon nombre de Québécois qui m'ont dit qu'ils étaient ravis de voir un francophone à la tête d'Égal. Ils se sentaient déjà beaucoup plus concernés, beaucoup plus interpellés, beaucoup plus près du groupe et du mouvement pan-canadien, du fait même qu'il y avait quelqu'un qui pouvait leur parler en français, puis quelqu'un qui était francophone. Donc, pas seulement qui pouvait bien s'exprimer, parce que mon prédécesseur, John Fisher, se débrouillait très bien en français et c'était grandement apprécié. Mais j'étais de la même famille, si on peut ainsi dire. Donc, je sais que le nombre de membres au Québec a beaucoup augmenté pendant l'époque où j'étais à la tête d'Égal. Et je ne sais pas si c'est toujours le cas. Je remarque que pendant très longtemps, entre janvier 2007 et janvier 2011, il n'y a eu aucune mise à jour du côté français du site web d'Égal. Alors, je ne sais pas si l'engagement est toujours le même. Plus récemment, j'ai remarqué que j'avais reçu des communications d'Égal par courriel en français et en anglais. Alors, je leur avais signalé mon appréciation en faisant un don et on m'avait répondu en français. Alors, peut-être que là, ils se rendent compte que pour vraiment avancer, il faut que tout le monde soit participant. Et c'est vrai qu'on pourrait peut-être aller chercher la participation de certains groupes minoritaires ou marginalisés, que ça prend des efforts additionnels, mais que ça fait en sorte que nos revendications en tant que communauté, nos revendications seront plus riches et plus fortes en allant chercher les différentes composantes. C'est mon point de vue en tout cas, et c'est ça sur lequel j'ai travaillé à l'époque où on était à Égal. C'est une bonne réponse. Moi, je parle aussi un peu. Je comprends quand tu parles, mais quand j'essaie de parler, j'oublie les mots. J'apprécie beaucoup de pouvoir faire l'entrevue en français. Oh, oui, c'est bon. Nick m'a dit que tu peux le faire en anglais puis en français. Moi aussi, oui. Je préfère le français parce que c'est pour les francophones. Mm. On le fait en français. Alors, on continue. Est-ce que le mouvement de libération gay appuie dans autre mouvement? Si oui, lequel et de quelle façon? Eh bien, moi, je pense que la communauté LGBT ou queer, on a une dette
envers le mouvement féministe. Je ne pense pas que... Et le mouvement féministe est peut-être aussi, jusqu'à un certain point, la bataille, le mouvement, le droit civil, je traduisais dans ma tête, là, le mouvement de droit civil aux États-Unis pour l'égalité raciale. Et donc, je pense que ces deux mouvements-là, à plusieurs niveaux, ils nous ont frayé le chemin, ils nous ont ouvert les portes pour que nous, on puisse arriver, fin 60, début des années 70, à commencer à prendre forme et à s'articuler en tant que mouvement. Je pense qu'il y avait beaucoup de leçons à tirer du mouvement des droits civils et du mouvement féministe. Est-ce qu'il y a des façons spécifiques que peut-être un de féminisme et un des droits civils que tu vois qu'on utilise maintenant ou que ça continue d'être important? Est-ce que tu me demandes s'il y a des tactiques en particulier ou des Oui, façons d'être, des... Oui, Je- c'est comme, est-ce que c'est... Ouais, par rapport au dans le sens mouvement- fini, peut-être, ou est-ce qu'on a besoin de continuer avec ce dernier stage? Il y a deux réponses qui me viennent en tête. Je pense qu'il y a peut-être une leçon qu'on a tirée du mouvement des droits civils aux États-Unis, et c'était celui d'essayer de rendre le message accessible à tout le monde, pour que les gens comprennent que dans le droit, dans le cas des Noirs aux États-Unis, que c'était pas juste une question de donner des droits égaux à une minorité raciale, mais de faire comprendre que si cette minorité raciale-là n'avait pas accès à la pleine égalité, que cette pleine égalité était fragile pour tous. Et donc ça, c'est une expérience, je pense, qui a pu nous inspirer, nous, notamment au niveau du droit égal au mariage, mais je pense aussi de façon plus générale que si nos droits étaient bafoués en tant que minorité, que les droits de tout le monde étaient menacés. J'avais un autre élément de réponse, mais ça m'est parti de l'idée. Attends. On peut retourner à ça. Oui, ou peut-être refaire la question, peut-être, ou repasser la question, ça va peut-être me... La question première, c'était est-ce que le mouvement de libération gay a pris dans d'autres mouvements et si oui, lequel et de quelle façon? Et moi, je demandais un exemple de féminisme et peut-être un exemple des droits civils. Et on a parlé des droits civils, alors peut-être quelque chose de féminisme qu'on continue d'utiliser ou un élément qui était le plus important pour le gay et queer libération. Je suis certain qu'il y aurait des éléments particuliers du féminisme qui ont inspiré. Peut-être que l'élément, c'était d'aller chercher la pleine participation ou la participation d'un plus grand nombre de personnes possible. Cette espèce de consultation au large, de vraiment rallier tout le monde, non seulement en ayant des leaders individuels très forts qui puissent vraiment avancer, mais que c'est important de faire en sorte que tout le monde comprenait, participait à la discussion et comprenait ce qui se passait. Je pense que ça, c'est peut-être un élément qu'on est allé tirer du féminisme. Est-ce que certains enjeux menaçant la libération queer, par exemple le mariage entre personnes du même sexe, il y a des ici. Alors, est-ce que certains enjeux menacent la libération queer? Tout à l'heure, j'ai parlé de le moment où la question du droit égal au mariage s'est vraiment présentée à égal et qu'il fallait
il fallait choisir si on allait embarquer à plein et vraiment se concentrer. Et c'est d'ailleurs là qu'on a créé l'organisme ou la coalition à part qui s'appelait Canadiens et Canadiennes pour le droit égal au mariage, Canadians for Equal Marriage. Et donc, je disais tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de personnes au sein de la communauté qui contestaient le fait qu'on mise tellement sur le droit égal au mariage et qu'ils voyaient ça, que ça allait venir au prix, que ça allait venir enlever quelque chose aux autres revendications, notamment au niveau de l'intersectionnalité et de l'attention que méritaient certains groupes ou certaines populations beaucoup plus marginalisées au sein de la communauté arc-en-ciel. Et moi, d'abord, j'ai rejeté cette idée-là que c'était au prix d'autre chose. Je trouvais qu'une victoire sur le plan du mariage nous permettrait d'être plus forts en tant que communauté et donc d'avoir plus d'efficacité au niveau des revendications à d'autres niveaux. Et aussi, je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec une lesbienne féministe radicale, c'est comme ça qu'elle s'est définie. Et c'est pas que moi je la trouvais forcément radicale ou que je trouvais qu'elle est. Enfin. Mais je me souviens de cette conversation où elle disait je veux pas que le gouvernement s'ingère dans ma vie privée. Et je lui disais, mais justement, en t'empêchant de choisir ou non le droit égal au mariage, le gouvernement vient de prendre la décision à ta place. Ne serait-il pas mieux qu'on puisse revendiquer l'accès au droit égal au mariage et qu'ensuite les individus au sein de notre communauté pourraient choisir de dire oui ou non à l'institution du mariage? Que ce serait toi qui prendrais la décision et non le gouvernement à ta place. Alors, en tout cas, je pense que je l'avais convaincu. Mais, tu sais, je pense que ce qui est vraiment rallié l'ensemble de la communauté au droit égal au mariage, ou à ce dossier-là, c'était le fait qu'on s'est fait attaquer par la droite religieuse. Et, bon, malheureusement ou pas, je ne sais pas, c'est un peu dommage quand même qu'on dirait que ça prend toujours une menace extérieure pour rallier la communauté. Autant les membres privilégiés de notre communauté que les membres plus marginalisés. On dirait que ça prend toujours quelque chose de l'extérieur. Et je trouve ça dommage qu'on ne puisse pas, de notre propre gré, de notre propre volonté, dire oui, on va se rassembler, on va être ensemble, même si on reconnaît qu'il y a des diversités, il y a différents styles de vie, différentes perspectives politiques au sein de notre communauté, mais on va quand même être unis. Et bon, pour le bien ou pour le mal, c'est ça, ce prix vraiment la droite extrême religieuse et conservatrice qui s'est attaquée à notre communauté, que là, tout le monde s'est rallié au droit égal au mariage. C'est comme ça dans nos histoires aussi. C'est souvent les religieux qui disent quelque chose à nous et en réponse, c'est comme une réaction. Oui. Je me souviens, peut-être l'exemple le plus frappant, ou celui qui m'a frappé le plus, c'était la chaîne des journaux Extra, de l'éditorial signé par Gareth Kirkby lorsqu'il était à Vancouver, où il disait Dear Egal, I hope you lose. Où il disait j'espère que vous perdez la bataille juridique pour le droit égal au mariage. Et ensuite, ce même Gareth Kirkby qui s'est rallié à la bataille en constatant que c'était vraiment un point crucial, puis qu'il était important que la communauté se rallie, notamment parce qu'on se faisait attaquer par la droite religieuse. Et il comprenait que si on subissait un recul sur le plan du droit égal au mariage, qu'on ne pouvait pas espérer une victoire à d'autres niveaux.
Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est un jeu? Oh, qu'est-ce qui est en jeu? En jeu. At stake. En jeu. Oh oui. Et qu'est-ce qui est en jeu? OK. Est-il important d'être visiblement queer? D'afficher du... Mon français, c'est... Ça va. Non, tu te débrouilles très bien. OK. D'afficher une dissidence claire face aux techniques tactiques normalisatrices. Hmm. Et si oui, pourquoi? Ben, d'abord, je pense que c'est toujours important d'être visible. Et visible dans... Je parle au niveau de la communauté. C'est important pour tous les membres de la communauté d'être visible, de s'afficher dans toute sa diversité. Et la diversité de la communauté, c'est autant les avocats classe moyenne de la RUB que les personnes qui sont, on va dire, plus dans les marginalités, que ce soit au niveau de la sexualité, qui rejettent même les cases hommes-femmes, gays, straight, des gens qui veulent être complètement marginaux, qui veulent éclater les paramètres, les cadres habituels. Je trouve que c'est important que tout le monde soit visible, justement pour faire comprendre que notre communauté, et je reviens à ce terme-là que j'aime beaucoup, on est vraiment une communauté arc-en-ciel. Il y a des couleurs variées et ça, c'est une diversité qui est à célébrer. Et moi, que je sois d'accord ou pas, ou à l'aise ou non, je célèbre le fait que il y a autant des jeunes queer, trans ou marginales, avec les boucles et les cheveux en différentes couleurs, différentes coupes. Bravo, je trouve que ça fait partie de ma communauté, tout comme il y a les drag queens, drag kings, tout comme il y a les avocats dans le style BCBG, Yapi. Tout ça, ça fait partie de la communauté de laquelle je fais partie. Penses-tu que les gens francophones et queer sont visibles? Ben, ça dépend d'où. Évidemment. En Ontario? Oui, je pense qu'il y a une visibilité. Il existe le groupe Franco-Queer basé ici à Toronto, mais qui a des antennes ou des contacts un peu partout en Ontario. D'ailleurs, je pense que c'était la dernière fois ou l'une des dernières fois que j'ai pris la parole en tant que directeur général d'Égal. C'était pour venir à l'assemblée de fondation du groupe Franco-Queer ici à Toronto. Et donc oui, il y a une certaine visibilité. Et, mais bon, ce qui est intéressant par rapport aux francophones, c'est que on est une double minorité, à la fois sur le plan linguistique et sur le plan de la sexualité. Et on se ressemble sur les deux plans dans le sens que on peut passer comme faisant partie de la majorité. Souvent, la plupart des francophones peuvent se dissimuler et passer comme un anglophone, tout comme beaucoup d'entre nous peuvent se dissimuler et passer comme faisant partie de la normalité hétérosexuelle. C'est des parallèles que j'ai toujours trouvé intéressants. Quelle est la différence entre l'égalité et l'équité? L'équité, oui. L'équité, Ben pour moi, l'égalité, c'est un sens plus formel, plus juridique, plus mesurable, tandis que l'équité, ça fait référence à des notions de droit naturel ou de droit communautaire, et je repense à cette affiche qu'une enseignante lesbienne de Vancouver avait dans sa salle de classe.
Et elle disait, attends, il faut que je me souvienne des mots et que je traduise aussi. Ben, je vais le dire d'abord en anglais. Uh, Equality in this classroom doesn't mean everyone getting the same. It means everyone getting what they need to succeed. Et ça, je trouvais ça... Elle a utilisé le mot equality, mais je trouve que c'est peut-être plus l'équité. L'équité, c'est que nous ne recevons pas tous exactement la même chose, mais plutôt on reçoit des chances égales de pouvoir réussir et de pouvoir faire partie de la société, à dire, et de pouvoir faire une contribution. Et pour ce faire, moi, ce que je recevrai ne sera peut-être pas la même chose que toi. Toi, tu as différents besoins et moi, j'en ai d'autres. Y a-t-il une tension entre la poursuite des droits légaux et la poursuite des droits sociaux? Oui, il y a une tension, mais je ne pense pas que c'est une opposition. Il y a une tension qui résulte du fait qu'on a des perspectives différentes et, bon, souvent les organismes communautaires, on a des ressources limitées. Alors, ça donne des tensions. Mais je pense qu'en tant que communauté LGBT, arc-en-ciel, queer, je ne pense pas que ces buts-là soient en opposition. Je pense qu'on peut revendiquer l'égalité au niveau des droits et en même temps revendiquer le droit à sa marginalité. Comment? Comment est-ce de l'ensemble? Évidemment, les décisions vont se faire dans chaque organisme, chaque cause. Je pense qu'il faut avoir une bonne analyse. Il faut savoir quand il y a des moments opportuns, tout comme je trouve qu'on l'a fait au moment à égal, lorsque la possibilité s'est présentée qu'on puisse revendiquer et obtenir une victoire au niveau du droit égal au mariage. Ce que j'aurais souhaité par la suite, c'est que, nourri de cette victoire-là, que le mouvement, que la communauté puisse utiliser cette victoire-là pour aller chercher des gains à d'autres niveaux. Bon, est-ce que ça s'est fait? Moi, j'ai quitté à ce moment-là, et donc je n'ai pas pu poursuivre le travail dans cette direction-là. Je pense qu'il y a eu des initiatives, peut-être plus au niveau local, et sans vouloir m'avancer, peut-être que la revendication ou l'égalité formelle doit se faire au niveau national ou pan-canadien et que l'équité au niveau de revendiquer et de soutenir le droit à la marginalité, peut-être que c'est quelque chose qui se fait plus facilement à l'échelle locale. Mais l'important, c'est quand même que le local soit lié à ce qui se passe au niveau national et international. Parce que sinon, s'il y a une déconnexion entre ces deux-là, selon moi, c'est dangereux pour la santé de notre communauté, de nos communautés. Est-ce que la libération queer intersecte avec d'autres positions sociales? Exemple, on a la race, identité de genre, ethnicité, handicapé, race, etc. Tout à fait. Je veux dire, le combat est le même, à mes yeux, à mon sens, que ce soit pour revendiquer l'égalité linguistique en tant que francophone ou revendiquer l'égalité du genre, les droits égaux, l'équité des femmes dans notre société, que ce soit sur le plan de la religion, le plan de toute forme d'expression et d'orientation sexuelle. Tout ça, c'est le même combat. Et je me souviens, une de mes premières expériences dans le village gay à Toronto,
Et ça remonte à... Donc c'est affreux quand on faut vraiment se creuser la tête pour se souvenir c'était quelle année. Écoute, c'était peut-être en 89, 90. J'étais sous le choc lorsque j'ai vu une boîte aux lettres de la Société canadienne des postes où quelqu'un, puis bon, comme c'était dans le village gay, je me suis dit, c'était peut-être une personne queer qui avait vaporisé avec une bonbonne le côté français de la boîte aux lettres. Et ça m'avait fait une flèche dans mon cœur parce que je m'étais dit, pourtant c'est le même combat. Comment ça que si toi tu es queer, que tu veuilles écraser, refouler mon droit en tant que francophone de me faire servir? Que selon moi, en tout cas, surtout en tant que franco-ontarien gay, je voyais que c'était le même combat. Alors, et d'ailleurs, je le constate même maintenant, il y a parmi mes pairs, et quand je dis mes pairs, je parle particulièrement des hommes gays, blancs, classe moyenne, qui sont misogynes, qui sont sexistes, qui font preuve de racisme. Et ça me désole toujours de constater cela. Mais ça existe. J'espère que ça va de plus en plus se rétrécir et disparaître un jour. En tout cas, c'est l'espoir que j'ai et c'est ce sur lequel je travaille pour essayer de réduire cette étroitesse d'esprit qui existe. Et je dirais que c'est à double sens. J'ai souvent eu des conversations avec des gens qui se disaient queer et qui épousaient la libération queer, mais qui voulaient me nier mon droit de ne pas être aussi marginal qu'eux. Et je reconnais que je suis dans le spectrum arc-en-ciel. Je suis probablement beaucoup plus près plus loin de la marginalité extrême et beaucoup plus près de ce qu'on appelle le mainstream. Écoute, je suis un homme, classe moyenne, blanc, privilégié de par mon statut économique. Je suis marié. Alors tout ça fait en sorte que j'ai des privilèges. Je suis beaucoup plus près du mainstream. Je suis beaucoup plus acceptable selon le commun des mortels de la société. Et justement, en tout cas, j'espère pouvoir utiliser ce fait que cette position privilégiée pour faire du travail sournois de libération ou pour promouvoir l'intersectionnalité. Mon rêve, mon fantasme, ce serait à un moment donné, puis j'ai peut-être déjà fait ça dans certains contextes, mais d'arriver, je sais pas, à un focus group, par exemple, et selon les cases, on dit, homme blanc, middle age, pas moyen âge, non, il y a un autre terme. Enfin, statut économique privilégié, tout ça. Et donc, d'arriver dans un focus group avec les recherchistes qui s'imaginent que je corresponds à leur image de ce qu'est un homme de cet âge, de cette tranche catégorique démographique, et de pouvoir leur lâcher des bribes comme ah, mais vous n'avez pas mentionné les personnes trans, ou vous n'avez pas mentionné les minorités raciales, vous n'avez pas, et de complètement les, les apostropher et de les surprendre parce qu'ils me perçoivent d'une certaine façon et que tout à coup ils découvrent que je suis peut-être un peu plus radical que ceux auxquels ils s'attendaient. Y a-t-il des aspects de la libération queer dont tu trouves
plus en préjudiciable ou qui nuisant au mouvement? Ben, je l'ai mentionné, je pense, un peu plus tôt que je trouvais que tout comme moi j'étais à l'aise et que j'avais une responsabilité de revendiquer et de défendre toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et toutes les formes de marginalité, j'espère que le côté réciproque se fera. Que les gens qui sont peut-être plus marginaux vont respecter mon droit à vivre un degré de marginalité moindre. Et c'est parfois une tendance que j'ai vue chez certains militants queer qui était de dire, eux, individuellement, ils étaient contre le droit égal au mariage et donc ils voulaient nier mon droit de l'obtenir ou de le vivre. Et donc, c'est dangereux de vouloir, en revendiquant le droit à la marginalité, d'essayer d'écraser d'autres perspectives au sein de cette panoplie de variétés, de divergences. Et c'est presque temps, 15 minutes. Alors, c'est déjà des questions. En considérant les questions posées et la discussion que nous venons d'avoir, as-tu d'autres commentaires ou réflexions que tu souhaites partager avant que nous terminions l'entrevue? Oui, écoute, je pense qu'on a touché les points que je voulais souligner. Oui, en fait, peut-être que tu as des questions qui te viennent en tête comme ça. Je voulais savoir seulement quelque chose à propos de VIH-Sida. On n'a pas parlé de cet aspect de peut-être philosophie intersectionnelle, que ça c'est un place de... Est-ce que tu peux parler un peu de... Oui. Je peux certainement en parler, ça me fait plaisir. Mon hésitation, c'est parce que je ne vis pas avec le VIH. Et ça, d'habitude, je ne le dis pas. Je fais souvent des entrevues médias pour mon organisme. Et je ne veux pas, c'est drôle, ça paraît drôle de dire mais je refuse de dévoiler ma non-séropositivité parce que je ne veux pas marginaliser le VIH. Bon, ça ne me dérange pas que les gens prennent pour acquis que il travaille pour un organisme VIH, il doit être séropositif. Je m'en fous. Mais moi, je ne veux pas, en ondes ou de façon publique, dire je ne suis pas VIH, je ne suis pas séropositif. Parce que je ne veux pas créer de distance entre moi et les personnes qui vivent avec le VIH. Donc, mais parfois, je me sens un peu comme un imposteur. Et je suis très conscient de vouloir donner la place aux personnes qui vivent avec le VIH de pouvoir s'exprimer publiquement. Mais en même temps, je suis bien prête à être porte-parole et à donner une voix et à accroître la visibilité de la question du VIH, surtout dans le domaine francophone, dans la communauté francophone, dans les médias, parce qu'il y a un manque de porte-parole. Mais je ne dirai jamais en ondes, je n'ai pas le VIH, parce que je veux pas créer une distance entre moi et eux et dire ces pauvres gens là-bas. Non, ça fait partie du combat. Même si je n'ai pas le VIH, pour moi, ça fait partie de mon combat que de lutter contre la stigmatisation sociale et lutter contre la maladie elle-même et d'essayer de faire en sorte qu'un jour, on puisse l'éliminer.
Mais c'est ça, c'est intéressant. En t'en parlant, tout à coup, je me rends compte que là aussi, je peux passer comme une personne à la fois séropositive et non séropositive. Donc, tout comme je pourrais passer comme un anglophone, je n'ai pas d'accent en anglais. Et donc, je pourrais passer dans le sens to pass. Je sais que c'est peut-être une expression plus dans le milieu théorique anglophone. On parle souvent de passing. Puis aussi dans le milieu, parmi les personnes trans, on parle de pass, puis de passer, de se dissimuler, de ne pas se faire remarquer. Et ça, je me rends compte qu'au sein de moi, il y a peut-être 3 niveaux, en tant que francophone, en tant que personne gay et queer, et aussi en tant que personne travaillant dans le milieu du VIH. Je peux passer peut-être à la fois comme quelqu'un qui est séropositif et quelqu'un qui ne l'est pas. Est-ce que tu penses que l'activisme, je sais pas le mot, c'est activisme, L'activisme, oui, ou le militantisme. Hein? de queer libération, est-ce qu'on fait assez pour les gens qui ont VIH? Je dirais que oui, parce que je pense à plusieurs des militants queer. Ils sont souvent des militants VIH aussi, autant sur le plan local qu'à l'échelle nationale. S'il y a un danger, c'est plutôt que les organismes de la communauté VIH cessent d'être militants au niveau queer. Et je pense que c'est une tendance qu'on voit qui s'est manifestée au cours des dernières années, alors que c'est vrai que le visage du VIH a beaucoup changé. On a de plus en plus des personnes non gays, non queer qui sont porteurs du VIH. Il y a plus de femmes, il y a plus de personnes hétérosexuelles. Mais le fait demeure quand même que les 2 tiers des personnes qui ont le VIH au Canada sont des personnes homosexuelles. Et c'est pas toujours, on ne voit pas toujours cela parmi les organismes de VIH. Et je pense que c'est là plutôt le danger que le contraire. Autre commentaire ou réflexion? Non, c'est curieux. Au tout début, quand j'ai accepté d'accorder une entrevue, je t'avais encouragé à aller voir Nick pour vérifier s'il trouvait que je serais un bon sujet d'entrevue. Je ne sais pas ce qu'il t'a dit, mais j'hésitais parce que je ne sais pas si Nick ou d'autres porteurs de la philosophie de libération queer, s'ils me verraient comme un allié. Parce que, compte tenu de qui je suis et de mon cheminement dans la communauté LGBT, bon, j'ai quand même, pendant 4 ans, j'ai été le porte-parole de la communauté LGBT au niveau national, auprès des médias. Je ne dis pas que j'étais le seul porte-parole, mais j'étais souvent celui envers qui on s'est tourné à cause de ma fonction. Et à cause aussi du moment historique où on était situé, j'ai souvent plus travaillé pour l'obtention du droit égal au mariage que sur le plan des autres dossiers intersectionnels. Mais j'ai quand même fait beaucoup de travail à ce niveau-là, qui a été moins médiatisé et qui est passé souvent inaperçu. Écoute, c'est alors que j'étais à Égal que pour la première fois, on a embauché une personne noire à Égal. C'est quand même quelque chose, je trouve. C'était la première fois qu'on a embauché, en tant qu'employé, en tout cas une femme. C'est vrai que Égal n'avait pas beaucoup de ressources avant que je n'arrive, mais on a quand même fait du travail. La première fois qu'un francophone s'est retrouvé à la tête d'Égal, on a quand même beaucoup exploré sur le plan des intersectionnalités, au niveau des trans,
au niveau des recoupements avec la religion. J'ai beaucoup exploré ça. Moi, je fais partie de la religion unitarienne, Unitarian en anglais. Et donc, j'étais très ouvert à explorer l'intersectionnalité entre l'orientation sexuelle et les croyances religieuses. Et je pense que ça ne s'était pas fait avant, et je pense pas que ça s'est fait depuis. Alors, c'était quand même un moment où il y a eu une exploration de différentes intersectionnalités. On a eu la grande conférence à Montréal, la conférence Arc-en-Ciel, où on a discuté pas mal de choses à ce niveau-là. Alors, je ne sais pas si les gens plus radicaux au sein de la communauté me percevaient comme un allié. Moi, je pense que je l'ai été. Tout comme je suis certain que les gens plus conservateurs au sein de la communauté m'ont peut-être perçu comme un radical parce que je défendais le bilinguisme, parce que je poussais pour qu'on explore les questions d'égalité pour les personnes trans. Ils disaient « Ah, mais on est en train de se battre pour le mariage, on se fait attaquer par la droite religieuse et toi tu viens nous embêter avec ces choses-là. » Et moi je pense que jusqu'à un certain point, j'ai été un peu écarté dans la structure du pouvoir gay canadien parce que j'étais francophone, parce que j'étais trop ouvert à trop d'idées plutôt que d'être concentré sur le but exclusif du mariage égal. Du moins, je me suis parfois senti écarté. Alors, en ce sens, je pense que j'étais un allié, mais bon, les perceptions sont toujours différentes dépendant de son point de vue, parce que je sais que pour bon nombre de personnes, je n'ai peut-être pas été assez radical. Et voilà, comme chante Édith Piaf, non, je ne regrette rien. On est vraiment content d'avoir. Ben, ça m'a fait plaisir. Autre commentaire? Bonne chance. Oh. J'imagine que vous allez avoir plusieurs heures d'entrevue. Et c'est toujours ça, hein, pour créer une œuvre. C'est pas. C'est quand j'ai écrit des chroniques pendant 6 ans. J'étais columnist, chroniqueur et donc j'ai écrit beaucoup de chroniques et les gens me demandaient comment tu fais pour arriver à composer 500 mots à chaque semaine. Et je leur disais, mais il y a tellement de contenu. Le défi, c'est pas de trouver du contenu, c'est de faire des choix. Et il y a un photographe très fameux, dont le nom j'oublie, il disait que quand il prenait des photos, est-ce que c'était Cash? Non, c'était un photographe plus artistique. Il disait que pour lui, le défi, c'était non pas de prendre une photo, mais c'était de d'écarter tout le reste et de se concentrer sur l'essentiel. Alors, c'est le travail qui vous attend. C'est pas de trouver le contenu. Vous allez avoir plusieurs heures d'entrevue. Ça va être de faire des choix et d'écarter, d'enlever, puis d'arriver à l'essentiel. Ton interview, c'est le 13e et on sera 40, je pense. Ouf. Beaucoup d'informations pour décider quel aspect on va utiliser dans le film. J'ai hâte de voir les résultats. Oui. Je sais que Nick fait du bon travail, alors il s'est sans doute entouré d'une très bonne équipe. Oui, on travaillera jusqu'à avril peut-être. OK. Oui. D'accord, bonne chance. Merci, Bonnie. Thank you so much. You're very welcome. I was saying good luck. I don't know.